mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Chers compatriotes de la région métropolitaine de Washington DC, je suis Christian Kanonga, secrétaire général de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Ce soir, nous célébrons le 4 janvier, jour des martyrs de l'indépendance, journée célébrée au Congo. Nous aussi ici, dans la région métropolitaine, j'ai à ma droite M. Ngimbi Kaluvwenziko, écrivain et économiste de son État. J'ai au milieu Madame Thérèse Chibobois, présidente de African Legacy. Et à l'extrême droite, nous avons le docteur Jules Nyatudila Malunga, président de la Sanru, et il est retraité de la Banque mondiale. Ils sont témoins de cet événement, ils l'ont vécu. Ils pourront nous entretenir sur l'événement lui-même, comment il s'est passé et quelle est l'importance ou la valeur de cette journée du 4 janvier et qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant que Congolais vivant dans la région métropolitaine de ce qui s'est passé le 4 janvier 1959. Oui, merci Christian. Je pense que la question m'est adressée. Absolument, vous pouvez y aller. Ok, bon, donc le 4 janvier 1959, c'est une journée historique, une journée très importante dans l'histoire de l'indépendance, puisque je pense que cette journée se situe au bout de la chaîne des événements qui ont précipité l'indépendance du Congo, des événements qu'on peut situer déjà au début de la décennie 1950, avec en 1955 la conférence de Bandung qui a réuni les pays nouvellement décolonisés d'Asie et d'Afrique et qui a mis en place un mouvement international appelé le mouvement des tiers-monde. Après cela, il y a eu dans l'histoire du Congo ce que nous pouvons appeler un document qui a été écrit par un professeur de l'école de la colonie d'Anvers, un Belge qui s'appelait Paul Van Bilsen. Ces discours avaient le titre de le plan de l'émancipation du Congo en 30 ans. Donc, dans ces documents, Paul Van Bilsen envisageait l'émancipation du Congo, sinon l'indépendance du Congo, dans un délai de 30 ans, c'est-à-dire à l'horizon 1985. Après, il y a eu ce qu'on appelle le manifeste de la conscience africaine, un document qui a été écrit par une élite, un ensemble d'intellectuels congolais encouragés par les missionnaires belges et le cardinal Madoula. Parmi eux, on peut citer des gens comme Iléo, comme Galula, comme Adoula. Ils ont publié ce manifeste dans lequel ils revendiquaient, si vous voulez, l'amélioration des conditions des évolués. Ce document a été suivi par la suite par une déclaration de la BACO qui est le premier parti politique congolais en 1956. Ce document s'appelle le Manifeste de la BACO, dans lequel ce parti revendiquait l'indépendance du Congo. Donc pour la première fois, le mot indépendance sortait de la bouche des Congolais. Bon, il y a eu ensuite une certaine évolution dans l'organisation de la colonie belge, c'est-à-dire le Congo, avec l'organisation des premières élections municipales au Congo, à Kinshasa, à Likasi, à Lubumbashi, à Kisangani. Et on a vu les Congolais s'organiser en partis politiques et c'est une évolution très importante puisque les Congolais pouvaient pour la première fois voter
et élire les représentants pour la gestion des municipalités. Une autre date importante, c'est l'année 1958, où il y a eu à Accra, au Ghana, la tenue de la conférence panafricaine qui a réuni les leaders émergents des pays africains en voie de décolonisation, des leaders qui s'affirmaient. Et il y a eu des Congolais qui sont allés à Accra, notamment Patrice Lumumba qui s'est trouvé à Kinshasa après avoir quitté Stanleyville qui est actuellement Kisangani. Et Lumumba qui faisait partie du parti politique MNC, Mouvement National du Congo. Bon, au retour à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, Lumumba a tenu un meeting et son discours s'est radicalisé puisque lui, à son tour, a revendiqué l'indépendance immédiate et inconditionnelle. Bon, nous arrivons ici en 1959, j'y vais très rapidement, où Labako aussi voulait émerger parce que bon, Lumumba avait pris de l'avance avec son discours qui était très très militantiste, qui était très révolutionnaire, qui était très revendicatif. Et Labako a voulu organiser un meeting. Bon, il faut dire ici que Labako avait l'emprise sur la ville de Kinshasa, puisque Kinshasa, à l'époque de Pauville, était à majorité habité par les originaires de Bas-Congo. Aux élections de 1957, les élections municipales, Labako a remporté plus de la moitié des sièges sur les 13 postes de bourgmestre de la ville de Kinshasa, de Léopoldville. Labako en avait remporté environ 10. Donc Labako avait une maîtrise sur la population de Kinshasa. Ces meetings étaient très suivis puisqu'il y a des gens qui sont venus de la province du Congo central pour suivre Kasavubu. Bon, malheureusement, ce meeting a été annulé, il n'a pas été tenu, et cela a créé des frustrations très importantes dans les gens qui sont venus assister et qui espéraient entendre Kasavubu dire un mot sur ce qui s'était passé à Accra, où il n'était pas parti, et sur l'évolution générale de la situation politique au Congo. Alors, l'annulation de ces meetings a créé des frustrations, comme je l'ai dit, et la colère aussi des membres de la Bako qui étaient là, qui étaient très nombreux. C'était à l'endroit qu'on appelle le centre YMCA, qu'on dit généralement à Kinshasa Imika. C'était juste en face de la résidence de Kasavubu. Bon, ils ont manifesté leur colère en s'en prenant au symbole de la colonisation, en molestant les Européens et en brûlant les stations d'essence, les magasins qui étaient dans les environs. Et comme par une certaine coïncidence, il y avait un match qui s'est terminé au stade Tata-Rafael très proche, un match qui a connu la défaite de l'équipe de Vecteur. Les supporters de Vecteur qui étaient mécontents, qui sortaient du stade, sont venus s'ajouter aux mécontents de la Bako. Ils ont amplifié le mouvement pour lui donner une certaine ampleur, une certaine importance. Je pense que le docteur Metoudila ou bien Madame Thérèse qui était témoin oculaire peut me compléter. Justement, Madame Thérèse Chibobois, vous, en tant que témoin oculaire de ces événements, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment est-ce que vous avez vécu cette journée du 4 janvier 1959? Ok. La journée du 4 janvier 1959, c'était un dimanche. Moi et mes parents, nous étions dans Mbokasika et nous devions rentrer chez nous. À ce moment-là, nous habitions Bokuma. Bokuma, pour ceux qui connaissent Kinshasa, et qui connaissent Matongé, savent que Bokuma est dans Matongé. Et notre maison était juste au bord de la rivière Kalam, à quelques mètres du stade Roi Baudouin Ier. Et le centre Imika était aussi dans Matongé. C'est pour vous dire que nous étions vraiment parmi les émeutiers. Mais nous n'étions pas là pour manifester, mais nous étions pris dans ce tourbillon. Je peux vraiment dire que nous étions des survivors. Parce que nous allions à l'encontre du courant des émeutiers.
nous devions absolument rejoindre notre maison. Je vous ai situé où se trouvait la maison. Venant donc de Mbokasika, nous devions traverser. Mbokasika, il faut dire Mbokasika, à l'époque ça s'appelait Dendal, oui. Mbokasika, c'était Dendal. Actuellement, c'est la commune de Kasavubu. Donc on venait de là. Je me rappelle que maman était vraiment affolée parce que, en tout cas, c'était vraiment la panique. Elle est même tombée 2 fois. Mais papa était là pour la soutenir. C'était vraiment la panique. Et je peux dire que nous étions vraiment des sauvages. Donc nous avons traversé donc, cette foule. Et moi qui étais donc Vita Clubienne, j'ai pu aussi me mettre ensemble avec les partisans de Vita qui avaient perdu. On avait perdu un match 5-0. C'était 5 à 0. Moi j'ai eu 5-0. C'était 3-1. C'était contre l'équipe Mikado. L'équipe Mikado. Oui. Donc c'est ça ce que moi j'avais vécu ce jour-là. Finalement nous sommes arrivés à la maison. Bon, nous avons donc vu le mécontentement des partisans de la BACO, Alliance des Bas-Congo, suite à l'interdiction à la dernière minute d'un meeting au centre IMICA. Comme Papa Ngimi vient de le dire, concours de circonstances, ces partisans en colère ont croisé les supporters vétaclubiens que j'étais. Alors, ces 2 événements ont provoqué des émeutes qui ont été réprimées très violemment par la police et ont fait plusieurs morts. Donc, pour moi, je peux dire personnellement que cette colère démontrait que les Congolais étaient d'une manière plus précise de rejeter le système colonial avec son injustice envers nous. Personnellement, je peux dire que je suis fier d'avoir été le témoin oculaire de ces émeutes. Et j'admire le courage de ces citoyens-là. Je ne sais pas si nous, les Congolais d'aujourd'hui, nous pouvons trouver des gens qui étaient si courageux que ceux qui ont mené ces émeutes. Et c'est avec respect que je salue ce jour du 4 janvier, jour des martyrs congolais. Donc, comme Papa Ngim l'avait dit, les émeutes ont duré 4 jours, du 4 au 7. Et le président Kasavubu, président de la BACO, a été arrêté le 12 janvier. Et le 13 janvier, alors, le roi Baudouin des Belges prononça un discours dans lequel il annonçait l'engagement de la Belgique à conduire les Congolais vers l'indépendance. Et à la fin de cette année, on allait organiser une conférence pour voir comment donner l'indépendance aux Congolais. Donc la table ronde a eu lieu le 20 janvier 1960 et la date du 30 juin 1960 fut choisie pour la date de l'indépendance du Congo. Juste une question de curiosité. On a toujours parlé des martyrs de l'indépendance. Qui dit martyr parle des gens qui sont morts pour une cause. Et ici, ce serait la cause de l'indépendance du Congo. Mais est-ce qu'on a des chiffres de combien de gens qui sont morts pendant ces 4 jours d'émeute? Est-ce qu'il y a des noms pour que nous puissions peut-être des fois honorer ces gens-là comme des héros nationaux, parce qu'ils le sont. Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour l'indépendance du Congo. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment un chiffre sur lequel s'accordent tous les analystes et tous ceux qui ont vécu ces événements. Officiellement, on parle d'une cinquantaine de morts, selon les sources officielles belges. Mais les gens qui ont vécu l'événement, puisque, comme l'a dit Thérèse Tchibobois, ce sont des événements qui se sont étendus sur 4 jours. 4 jours. D'abord, les forces de la police sont intervenues sans parvenir à mater le maître. Et l'autorité coloniale a dû faire intervenir la force publique, c'est-à-dire l'armée. L'armée qui, normalement, avait pour mission d'assurer la défense du territoire congolais et de faire la guerre
aux forces extérieures qui pourraient venir agresser le pays. Mais l'armée a dû intervenir puisque les émeutes prenaient une ampleur qui devenait incontrôlable. Ça durait 4 jours. Les chiffres ne sont pas établis avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des événements qui ont sérieusement ébranlé le système colonial, puisque les Belges, qui considéraient le Congo comme une colonie modèle, avec tous les succès qu'ils ont eu avec le plan décennal de développement du Congo, en améliorant les conditions de vie matérielle des Congolais, ils ont été surpris de voir les Congolais qui pensaient être heureux avec ce qui les rapportait, se révolter et mettaient en cause d'une façon brutale le système colonial. Merci beaucoup de cette bonne réponse. Docteur Jules Nyatoudila, aussi témoin oculaire de ces événements du 4 janvier 1959, qu'est-ce que vous pouvez faire comme jonction de ces événements comme étant des éléments détonateurs qui ont amené à l'indépendance du 30 juin 60? Donc, effectivement, moi je suis témoin oculaire parce que à ce moment-là, j'habitais à Kinshasa, j'allais au collège Saint-Joseph, à Sainte-Anne. Donc j'ai vécu ces événements comme un enfant, comme un adolescent. Donc voilà, pour résumer ce qu'on a dit tout à l'heure là-bas, effectivement, ce dimanche-là, 4 janvier 1959, le président Kasavubu devait tenir un meeting. Et en préparation de ce meeting-là, on a invité beaucoup de membres de la BACO. Beaucoup de Kinois sont arrivés, mais aussi des gens du bas Congo, jusqu'à Mwanda. Donc la place était pleine, archi pleine. Et pourquoi Kasavubu voulait faire ce meeting le 4 janvier? Parce que le 28 décembre, Lumumba avait fait le même meeting à Kalam, où il a parlé d'indépendance. Et alors Kasavubu voulait renforcer le message auprès des gens de la BACO. Et ce meeting avait été approuvé. Donc on avait l'autorité urbaine, M. Torder, avait donné l'autorisation pour que ce meeting se déroule. Mais le samedi soir, M. Kasavubu verra venir des agents de la ville envoyés par M. Torder pour lui dire « On s'excuse, mais la permission qu'on vous a donnée a été annulée. Donc le meeting n'aura pas lieu. » Mais nous sommes déjà samedi soir. Les gens sont déjà arrivés. Et au moment où la réunion devait se tenir, effectivement, M. Kasavubu, à ce moment-là, bourgmestre de la commune de Dendal, qui va devenir la commune de Kasavubu, sort de chez lui. Il traverse l'avenue Roi Baudouin, qui est aujourd'hui l'avenue Kasavubu, et il arrive au centre. Il se met sur une table et il a seulement une phrase pour dire « Mes chers amis, la réunion que nous allions avoir a été annulée. Vous pouvez rentrer chez vous. » Il descend de la chaise ou bien de là où il était et il rentre chez lui. Mais à ce moment-là, les gens ne comprennent pas. Les gens sont frustrés parce qu'ils sont là depuis longtemps et il y en a qui sont même venus, comme je vous ai dit, de Boma. Mais on va rentrer comment? Et c'est à ce moment-là maintenant que la police qui avait été envoyée pour disperser les gens commence à demander aux gens de partir. Les gens murmurent. Alors pour pousser les gens à partir, le chef de la compagnie de police donne l'ordre qu'on tire en l'air comme sommation pour demander à la population de partir. Et les policiers ont tiré en l'air. Ils n'ont pas tiré sur les gens. Mais les gens qui étaient loin, ils ont entendu seulement des coups de fusil et ils ont conclu que Bamindele, Babomi, Batu. Et à ce moment-là, alors, c'est par derrière que le mouvement commençait à dire « Ah, Sokobongo, Dipanda ».
et c'était parti. On ne veut plus de blancs. Dipanda. Donc les gens s'énervent. Et la police maintenant veut essayer de pousser les gens à partir. Maintenant il y a la confrontation. Les gens maintenant commencent à renverser les jeeps des militaires, essayer de mettre du feu. Mais jusque-là, on ne tire pas encore sur les gens. Après, les gens qui sont très loin décident simplement d'en finir avec les Blancs. Et c'est à ce moment-là maintenant que les gens qui viennent du stade, les supporters de V-Club, la grande équipe de Kinshasa, qui vient de perdre devant une équipe minuscule comme Mikado, sont très fâchés et ils arrivent là et ils entendent simplement que les Blancs ont tué des Congolais. Sans même vérifier, on dit, bon, puisque c'est ça, c'est la vengeance. Et le premier quartier qu'on va attaquer, c'est le quartier qui est le plus près, c'est Foncombel. Là, il y avait des Portugais. On appelle aujourd'hui Kimbangu, le quartier qu'on appelle aujourd'hui Kimbangu. Donc, on s'amène vers le quartier des Portugais. Et évidemment, les Portugais se défendent. Puisque les Portugais habitaient au premier niveau. Les magasins étaient en bas et eux et leur famille habitaient au-dessus. Les Portugais commencent à se défendre. Ils tirent. Combien de morts, on ne sait pas. Et les autres maintenant attaquent les Blancs qui reviennent. Nous sommes samedi, non? Vendredi, pardon, dimanche. Les gens sont en train de rentrer chez eux de pique-nique. On attaque les Blancs qui viennent de rentrer de pique-nique. Et on attaque aussi, où est-ce qu'on peut encore trouver des Blancs qui vivent avec nous? Ah, les missionnaires catholiques, les sœurs et les prêtres. On va les attaquer, on va dans les paroisses. On commence à attaquer les paroisses. Et nous, les gens d'Ndjili, quels sont les Blancs qu'on peut trouver? Bon, nous, il y avait... nous avons aussi nos prêtres et nos sœurs de Sainte-Thérèse. On va les attaquer. Et puis on dit, on va aussi attaquer le Blanc qui habite le plus près de chez nous, c'est M. Desbonhommes, dans les quartiers qu'on appelle aujourd'hui les quartiers des Marais. Alors il y a des parents à nous qui prennent des armes pour aller tuer M. Desbonhommes, puisque c'est un Blanc. Mais M. Desbonhommes va se défendre. Pendant que nos papas viennent avec des fusils traditionnels, M. Desbonhommes, lui, c'est un Blanc. Comme vous le savez, à ce moment-là, la plupart des Blancs, même ceux qui n'étaient pas dans l'armée, étaient des miliciens de réserve. Donc lui, il était armé, bien armé, il commence à tirer sur les gens. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Nouriankama, qui est avec nous ici. Eh bien, son oncle, qui était un des braves militants, il a été tué à Ndjili à l'occasion de cette... Donc voilà, pendant, comme on a dit, comme Maman Thérèse l'a dit, pendant 4 jours, on ne pourra pas contenir la population. Alors les Kinois de l'ancienne cité décident maintenant d'aller vers la ville, vers Kalina, pour aller saccager aussi. C'est l'indépendance, c'est Dipanda à ce moment-là, on parlait de Dipanda. Donc c'est l'indépendance. Alors on fait appel à la police, ça ne marche pas. On fait appel maintenant à la force publique, qui est l'armée. La force publique arrive, elle n'arrive pas à mater, et à ce moment-là, l'autorité, le gouverneur général fait appel à l'armée belge qui était basée à la base de Kitona. Donc ce sont ces gens-là qui vont venir à Kinshasa, et c'est comme ça qu'après 4 jours, on va terminer les histoires. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas le nombre exact de morts. Mais les Congolais, nos papas, nous les ténors vont dire que Bakouakoua qui est belé. Donc c'est les chiffres, tous les chiffres que vous donnez. Et évidemment, on les a enterrés dans en cachette aussi, parce qu'il fallait absolument, c'était pour la Belgique une histoire scandaleuse, qu'une histoire comme ça puisse arriver à la colonie belge, qui était une colonie considérée comme une colonie modèle. Et cette histoire va effectivement précipiter l'indépendance. Donc sans le 4 janvier, je ne pense pas qu'on serait devenu indépendant le 30 juin 1960. Donc comme on l'a dit, après ça, le roi Baudouin va intervenir. Il faut
amener le Congo vers l'indépendance, mais sans atermoiement funeste, mais sans précipitation. C'est ce que le roi Baudouin a dit. Mais quand nos papas vont arriver à Bruxelles en 1959, ils vont discuter avec les Belges et c'est la thèse de l'indépendance immédiate et inconditionnelle qui va gagner. Et c'est comme ça que la conférence se termine en février et le 30 juin, nous devenons indépendants. Donc de février à juin, on est parvenu à organiser les élections. On est parvenu à organiser tout. Et en mai, on savait qui allait être chef du gouvernement, qui allait être président de la République. On voyait qu'en très peu de temps, quand on a voulu, on n'a pas pu faire. Merci beaucoup, docteur Jules Biatoudi, pour ce témoignage combien poignant et très détaillé. Nous ne sommes pas seuls sur le plateau de notre télévision communautaire. Nous avons été rejoints par quelques membres du comité de la CCWM, notamment le président Jean Mayaka, le chargé des affaires sociales et culturelles Roger Chakimbo, notre Chief Auditor Papa Hilo, nous avons le trésorier adjoint Brown. J'aimerais aussi donner l'opportunité à notre audience de poser quelques questions à nos éminents orateurs. Oui, Christian, si vous permettez, je voudrais juste dire un mot en ce qui concerne ces événements du 4 janvier 1959, pour dire simplement que la direction de la BACO, constituée par Kasavubu, Kanza, Pinzi, je crois, et tous les autres, a été décimée puisqu'ils ont été arrêtés par l'autorité belge et ils ont été traduits en justice. Il y a eu un jugement formel dans lequel les avocats étrangers, notamment un Français appelé Maître Croquet, s'étaient déplacés pour venir défendre Kasavubu. C'était un procès très important parce que bon, c'était un enjeu politique. Et heureusement, Maître Croquet est arrivé à faire prévaloir la thèse du respect des libertés individuelles consacrées par la Déclaration des droits de l'homme. Donc, Kasavubu et les autres qui étaient emprisonnés, qui ont été traduits en justice, ont été acquittés. Mais après avoir été acquittés, chose curieuse, Kasavubu a été transféré en Belgique où il est resté 2 ou 3 mois avant de revenir à Kinshasa, reprendre le chemin de la transition qui va conduire à l'indépendance. Voilà, nous allons passer la parole à l'audience qui aimerait ouvrir le feu. Président. Je remercie d'abord tous les orateurs qui nous ont fait une très bonne présentation. J'ai quelques petites questions. Celui qui se sent capable de répondre n'a qu'à le faire. D'abord, nous sommes très ravis que, malgré tous ces événements, ça aboutit à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais il y avait des martyrs, les gens qui sont tombés le 4 janvier suite à une certaine désinformation. Parce que les troubles ont commencé quand les Congolais ont appris que les Blancs sont en train de tirer et en train de tuer des Congolais. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Quelles leçons que vous pouvez nous donner suite à certaines désinformations, les informations que les gens disons, mettent public, qui ne sont pas correctes et qui ont comme conséquence la mort d'hommes. Merci. Ce que je veux donner comme précision, c'est que ce sont des vrais martyrs. Parce que les personnes qui ont dirigé les émeutes étaient vraiment très fâchées contre le système belge. C'est pour cela qu'ils ont commencé ces violences
de pillage et consorts. Ce n'est pas seulement à cause de désinformation. Ces personnes, d'abord, les partisans de la BACO, qui étaient prêts à assister à une réunion qui a été annulée à la dernière minute, étaient déjà frustrés. C'est comme ça qu'ils étaient en colère. Plus ce que nous avons dit, les supporters du vieux club aussi étaient donc en colère. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu des émeutes. Ce n'est pas seulement des ondits de loin, non. Il y a eu vraiment des violences qui ont été provoquées par la colère et l'injustice que les Congolais subissaient. Donc voilà la raison pourquoi nous pouvons les appeler des martyrs. Papa dit la continue. Bon, quand nous disons le 4 janvier, journée des martyrs, il faut que pour tout le monde, que ce soit bien compris qu'on ne parle pas des gens, seulement des gens qui sont morts le 4 janvier 1959. Pour arriver à l'indépendance, il y a eu beaucoup de morts bien avant 1959, le janvier 1959, et il y a eu beaucoup de morts après 1959. Donc le 4 janvier a seulement été retenu comme une date, mais à cette date là-bas, nous reconnaissons, nous célébrons le souvenir de tous les gens qui sont morts pour qu'on arrive à l'indépendance. Donc par exemple, après le 4 janvier 1959, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été tuées à Kisangani. Parce que Lumumba va faire aussi un meeting à Kisangani, après le meeting de Kinshasa, de Kalamu Kinshasa, il va faire un autre meeting à Kinshasa. Et ce meeting-là aussi va amener la mort de beaucoup de nos compatriotes. Donc ce n'est pas seulement, encore une fois comme je dis, ce n'est pas seulement les morts du 4 janvier 1959. Nous célébrons ici tous les morts pour la cause de l'indépendance. Oui, juste deux choses pour enchérir à ce que vient de dire Dr Miatoudela. D'abord, il faut déplorer le fait que cette journée, le 4 janvier, ne soit pas mise en évidence comme une journée très importante dans l'histoire du Congo. Et que les gens qui ont milité, qui ont pris la direction de ces mouvements soient méconnus. Des gens comme Kingotolo, on parle de Kingotolo, les gens rigolent puisque c'est un nom qui frise un peu de ridicule, mais c'est quelqu'un qui s'est dépensé de façon déterminante pour mobiliser les gens, pour faire que cette journée du 4 janvier ait effectivement lieu. Donc il faudrait en tout cas réhabiliter cette journée puisque, comme on l'a dit ici, c'est cette journée qui a amené l'autorité coloniale à prendre conscience du fait que tout était fini et qu'il fallait absolument céder aux revendications de l'indépendance des Congolais. Bon, la deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est le fait qu'il y a eu un mouvement similaire après le 4 janvier à Kinshasa. C'était à Kisangani, Sandeville à l'époque, c'était au mois de septembre, où Lumumba avait convoqué un meeting qui s'est soldé par la mort d'une vingtaine de personnes. Lumumba a été tenu responsable des désordres. Il a été traduit en justice comme l'a été Kassavubu, mais lui a été condamné. Lumumba a été arrêté et il a été envoyé en prison à Elisabethville au Katanga, d'où il ne sortira que pour aller participer aux travaux de la conférence et de la table ronde qui a été ouverte en janvier 1960. Merci. Nous continuons notre... Vous n'êtes pas docteur, vous m'excusez, Monsieur Ngimbi. Nous continuons notre série de questions-réponses. Cette fois-ci, nous allons prendre la question du trésorier adjoint, Monsieur Brown Mbaki. Au CG, j'aimerais poser une question à Papa Ngimbi. Il a fait une très belle présentation pour nous retracer un peu le mouvement qui ont précédé l'événement du 4 janvier. Il a parlé de différents mouvements d'émancipation, de la réunion d'Accra et des différents mouvements qui ont accompagné en fait, cet événement pour qu'on arrive à l'émancipation, à la réclamation immédiate de l'indépendance.
Mais je pense qu'il y a un petit détail, je ne sais pas s'ils peuvent quand même nous recoller les morceaux pour nous situer un peu quelle est la place, parce que dans son discours, il a parlé des religieux, il a parlé de Maloula, il a parlé de Lumumba, il a parlé de Kasavubu, mais il y a l'aspect, l'apport de certains de nos musiciens, je cite Grand Calais, qui, on nous cite toujours comme étant parmi des pionniers aussi, qui ont accompagné le mouvement de l'indépendance. J'aimerais quand même qu'il puisse, s'il a oublié cet aspect, qu'il puisse quand même nous situer quel était l'apport de Grand Calais à cette époque. Et quelle est la place peut occuper aujourd'hui la chanson de l'indépendance Tcha-Tcha, qui a été votée même comme l'hymne national au niveau de l'Afrique quand on a fêté notre cinquantenaire. Je ne sais pas si... Merci beaucoup pour votre... 1, 2, 3, ça tourne. Merci beaucoup Mbaki, félicitations pour votre élection. J'étais absent. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous, en bien évidemment. Bon, pour revenir à la question posée par Safari, que vous avez posée, effectivement, d'abord, la contribution des religieux. Bon, je pense qu'à l'époque, il faut considérer que l'Église catholique était très influente. Elle était pratiquement la religion de l'État colonial. Elle avait l'emprise sur tous les systèmes éducatifs et même une grande partie du système médical. Et que le mouvement de l'émancipation, si on peut le dire, des Congolais était encouragé par l'Église catholique, surtout à Kinshasa. Bon, l'exemple, c'est que le manifeste de la conscience africaine a été rédigé avec l'assistance des professeurs d'université de l'Ovanium à l'époque, et le cardinal Maloula aussi. Bon, le MNC Lumumba a été créé aussi avec une certaine contribution de l'Église catholique, le MNC Lumumba. Bon, pour venir à la chanson indépendante Tcha-Tcha, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. La vérité, c'est que l'African Jazz, l'orchestre African Jazz, n'avait pas été invité comme tel, comme orchestre, à la table ronde. L'African Jazz s'est trouvé en tournée européenne à l'invitation des frères Kanza. La famille Kanza avait trois garçons qui étudiaient en Belgique et qui étaient des grands mélomanes. Et c'est eux qui ont organisé la tournée des African Jazz. Et il s'est fait que la présence de l'African Jazz à Bruxelles a coïncidé avec la tenue des travaux de la table ronde. Mais l'orchestre qui est parti en Europe sous le nom de l'African Jazz, ce n'était pas l'orchestre African Jazz qui jouait à Kinshasa. Les frères Kanza voulaient que Calais puisse constituer une certaine sélection de musiciens congolais sous le nom de l'African Jazz pour aller à cette tournée-là. C'est pourquoi vous avez trouvé dans le groupe de ceux qui sont allés à Bruxelles sous le nom de l'African Jazz, ils étaient 7, des musiciens qui venaient de Loke Jazz comme Brazos Mwango et Vicky Longomba. Bon, c'est des gens de Loke Jazz qui sont venus dans le cadre de ces regroupements-là, de cette sélection. Bon, Franco avait été sollicité, mais il a refusé parce qu'il ne voulait pas être sous la direction de l'African Jazz. Bon, pour ce qui est de l'auteur de l'œuvre indépendante Tcha-Tcha, d'après ce que nous savons, et j'ai entendu des interviews de ceux qui ont participé à la musique de cette chanson, comme Brazos, et il semblerait que c'est une œuvre qui a été composée de façon collective. Donc, quand la date du 30 juin a été proclamée comme date de l'indépendance du Congo, les politiciens qui revenaient de la Réunion pour aller à l'orchestre ont commencé à jubiler 30 juin, indépendance, indépendance. Alors, on a demandé à Calais de faire quelque chose pour cette célébration. Alors, c'est dans cette foulée-là que les musiciens maintenant commençaient à dire celui-là donne quelque chose, l'autre là donne quelque chose, et ça donnait un corps à la chanson indépendante Tcha-Tcha. Mais l'histoire retient que le compositeur, c'est Kabassele. Tant mieux pour lui. Oui, vous pouvez continuer, docteur Jules. Oui, donc tout à l'heure là-bas, quand on parlait de cardinal Maloula, non, il était à ce moment-là monsieur l'abbé
Maloula, il était curé de Christ-Roi. Et c'est à Christ-Roi que se tenaient ces réunions entre les intellectuels congolais et les professeurs de l'Ovanium. Donc vous voyez donc l'influence quand même des professeurs de l'université catholique vers soutenir le mouvement d'émancipation. Donc l'université, les Belges, les catholiques belges sont vraiment au départ de l'épanouissement de l'intellectuel congolais depuis 1926. Donc c'est eux qui ont même poussé le colonisateur à faire l'enseignement supérieur pour les Congolais. L'université Lovanium va commencer à Kisantu, Lovanium Kisantu. Tout ça, c'est parce que ce sont les professeurs catholiques de Louvain qui sont à la base, les Malangro et les autres. Ça c'est très important. Donc, mélanger ces professeurs catholiques avec les abbés catholiques. Et il y a un abbé catholique dont il faut toujours parler, c'est l'abbé Loya, qui est mort pas très loin de son abattoir. Lui aussi, c'est un ancien, c'est un grand activiste pour l'indépendance. Donc, les catholiques ont joué un rôle très important. Et Kabasele lui-même, Kabasele, c'est un membre influent du MNC, MNC Lumumba. Donc, vous allez me demander, mais comment normalement il devait être dans le MNC Kalonji. Mais Kabasele, il est MNC Lumumba. Diomi Gaston, vous allez penser qu'il était de la Bako. Non, Diomi Gaston était du MNC Lumumba. Donc, parce que c'était des gens... Il était de MNC. Non, MNC. Bon, MNC, voilà. Il était du MNC. Merci pour la correction. Parce qu'à ce moment-là, quoique les Belges nous ont gardés dans nos territoires, parce qu'il était interdit pour un Congolais de sortir de son territoire. Donc vous naissez dans votre territoire, vous mourrez dans votre territoire. Donc c'est comme moi je suis de Louosi, si je suis né à Louosi, j'habite à Louosi, je ne peux pas sortir pour aller par exemple à Ngoï-Matadi sans visa. Donc les Congolais étaient parqués dans leur territoire. Mais il y avait donc des gens qui parvenaient quand même à sortir. Alors les gens comme les Kabasele. Kabasele étant originaire du Kasaï, mais Kabasele et les Maloula ont grandi dans le Bas-Congo et à Kinshasa. Donc ils ont été plus ou moins détribalisés. Diomi, bien sûr, il est originaire de la Lukaya, de lui là. Mais il est né à Barumbu, il a grandi à Barumbu. Donc, et puis, c'est un ancien militaire. Kanza, vous allez voir qu'il va un peu faire comme ça, à Bako ou bien quoi. Mais vous allez voir que les enfants de Kanza sont du MNC. Donc, il y avait quand même à ce moment-là déjà des gens qui étaient détribalisés. Et ces gens-là vont jouer un rôle très important. Et Cyril Adoula, si vous me demandez, Cyril Adoula, il est de quelle ethnie? Il est mort entre mes... Enfin, c'est moi qui ai recueilli ces dernières paroles, parce que c'est moi qui l'ai reçu à ce moment-là. Comme, je ne peux pas vous dire de quelle ethnie il est. Donc, c'était des gens qui étaient détribalisés, les Bolikango. Et nous avions des gens comme ça. Et ces gens-là ont lutté pour l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il y avait deux classes parmi les gens qui luttaient pour l'indépendance. Il y a des gens qui luttaient pour l'indépendance totale et immédiate. Ça, c'était la catégorie de Kassavubu. Et Lumumba va rentrer dans cette catégorie. Mais la plupart des gens luttaient pour une espèce de amitié belgo-congolaise, autonomie, où les Belges vont être, mais il faut que le Congolais soit quand même rehaussé. Donc il y avait ceux qui étaient pour l'indépendance, séparation, divorce complet, et puis il y en a qui étaient pour restons avec les Blancs, mais comme partenaires égaux. Mais tous ces gens là-bas maintenant vont rentrer dans l'indépendance immédiate. Donc tous les efforts que les extrémistes belges vont faire pour nous garder dans leur giron, ça va échouer. Même le fait que à la table ronde, la majorité des gens qui étaient là, c'était des chefs coutumiers. Donc des gens qui n'avaient même pas de conscience de Congolais, ils avaient de conscience de leur territoire. Mais arrivés à Bruxelles, tout d'un coup, tous changent et deviennent des nationalistes. Donc c'est une révolution, c'est quelque chose qu'il faut admirer du côté de nos parents. Que malheureusement, nous, leurs enfants et les petits-enfants, nous sommes un peu
on recule par rapport à eux. Merci beaucoup, docteur Jules Nyatoudi, pour la réponse. La prochaine question viendra du chargé des affaires sociales, M. Roger Chakembo. Merci Christian de m'avoir accordé la parole. J'ai raté presque la grande partie de la présentation. Mais à mon arrivée, Papa Ngimbi a parlé d'Antoine Kingotolo, qui est un personnage que j'ai appris dans une chanson quand on grandissait. Kingotolo, Antoine, Singapaka, on citait des noms comme ça. Là, je suis curieux de savoir qui exactement était Kingotolo. Était-il un politicien, un militaire, un simple activiste? Qui était-il? Et en dehors de Kingotolo, qui d'autre qui n'est pas politicien, mais qui a joué un rôle très important? Et la dernière question, il se raconte que le jour de l'émeute du 4 janvier, il y avait des nains qui sortaient de je ne sais où, très forts, robustes, qui arrachaient les lampes comme ça, là. Essayez un peu de nous éclairer sur ce... Oui, est-ce une légende? Est-ce une réalité? Voilà. Merci. Merci Roger. Je dois dire que le mouvement de d'Abako, c'est un mouvement qui vient du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, bon, qui a ses racines ancrées profondément dans une tradition faite de spiritualité, de mysticisme, etc., etc. Bon, il y a eu dans le passé, assez lointain, Kimpavita, dont vous connaissez certainement l'histoire, puis Kimbangu, au début des années 1920, Dabako est venu comme un mouvement politique, mais avant, d'abord c'était un mouvement culturel pour défendre la langue Kikongo à Léopoldville, qu'il disait être menacée par les Lingala. C'est Kasavubu qui est venu transformer ce mouvement culturel en mouvement politique. Mais on sait que ces mouvements-là travaillaient dans la clandestinité puisqu'ils n'étaient pas reconnus par l'autorité coloniale. Et d'après ce que nous savons, les membres de la Bako communiquaient par un journal qu'on appelait Congo Dieto. C'est un journal qui était créé par Nzezalandu, le vrai fondateur de la Bako. Alors, quand il diffusait ce journal-là, qui était acheté par les Bas-Congo, il communiquait des messages en utilisant des proverbes que ne pouvaient comprendre que les initiés. Même si tu étais au Congo, mais si tu n'avais pas vraiment une connaissance très approfondie de Kikongo, tu ne pouvais pas comprendre le sens des messages qui étaient transmis par ce journal-là. Et il se disait aussi qu'il y a l'esprit de Kimbangu qui accompagnait le mouvement de la Bako. Au point que, d'après ce que nous avons entendu, ce qui sera vérifié, Kasavubu aurait été intronisé de façon coutumière, spirituelle, au grand séminaire de Maïdi comme roi, ce qu'on appelait roi Kasa. Roi Kasa, avec toute cette charge spirituelle qu'on investit sur lui. Bon, ce qui fait que, bon, pour les Bas-Congo à l'époque, Kasavubu c'était un personnage mystérieux, mystique, qui était porteur de messages mystiques et tout ça. Bon. C'est dans cet esprit-là qu'il faut voir cette histoire-là de la Bako. Alors, pour ce qui est de Kingotolo, c'était un activiste. Bon, il y a très peu d'écrits sur lui, mais d'après ce que nous avons appris, c'était un personnage très actif, très engagé dans l'action de la Bako, mobilisation des masses, et très courageux aussi, puisque c'était l'exemple des militants qui travaillaient pour défendre une cause, qui ne réclamaient pas l'argent pour circuler, faire des kilomètres à pied, marcher à pied, des kilomètres pour répandre les tracts et mobiliser la population. Bon, l'autre question, c'était sur quoi? La deuxième. Bon, évidemment, quand il y a des événements de ce genre-là, bon, il y a des histoires qui se racontent. Il y a des gens qui disent que
il y avait des nains. Pourquoi ne pas les croire? Pour ceux qui disent, bon, pour ceux qu'ils ont vu, il n'y a pas d'image, mais on n'a pas, de raison pour ne pas les croire. Ils le disent, bon, écoutez, s'ils le disent c'est qu'il y a quelque chose, bon, on ne peut pas mettre en doute les déclarations. Merci beaucoup, M. Ngimbi, pour la réponse. Le docteur Jules Nyatoudi va compléter la réponse. Bon, maintenant, nous étions là, on a regardé, on n'a pas vu des nains. Donc on n'a pas vu des nains, mais les gens racontent, peuvent raconter n'importe quoi, mais nous qui regardions, qui étions là à ce moment-là, on n'a pas vu des nains. On a vu nos papas qui allaient, qui faisaient et Kingotolo, c'est quelqu'un que je connais personnellement parce que c'est un ami personnel à mon père. Il habitait Njili aussi. Nous, on était au quartier 6 et lui, Kingotolo, habitait le quartier 7. Donc c'est vraiment parmi comme on l'a décrit, c'est des activistes, des gens qui étaient vraiment imbus, croyant en ce qu'il faisait, un membre très actif de la BACO. Il y a eu beaucoup de noms, mais beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre. Mais c'est grâce au travail de tous ces gens-là, le travail bénévole. Ça, vraiment, ça nous a surpris aussi à l'époque de nos parents. C'était des gens qui avaient l'esprit du service. Ils étaient prêts à sacrifier même leur famille pour l'intérêt communautaire. On n'était pas payé quand on était membre d'un parti. Au contraire, on devait cotiser, on devait contribuer financièrement et on devait contribuer en temps. Donc ça, c'est quelque chose que nous aussi, on devrait garder de cette génération qui nous a précédés. Merci beaucoup, docteur Jules. Nous allons donner la parole encore une fois de plus au président Jean Mayaka. Je reviens pour la deuxième fois parce que nous voulons toujours que dans de pareilles circonstances, qu'on puisse sortir avec quelque chose pour l'avenir aussi. Disons, j'ai une question. Si nos orateurs peuvent nous dire ou bien essayer de faire une différence entre les Congolais qui ont senti le besoin de s'unir à partir du 4 janvier pour un objectif commun. Mais ils avaient aussi un ennemi commun à ce moment-là, qui était les Belges, si je comprends bien. Actuellement, nous avons beaucoup de tendances qui se dessinent dans notre pays, la République démocratique du Congo, où... oui, je reviens encore pour la deuxième fois. Je veux demander à nos orateurs de nous dire si il est encore possible aujourd'hui que les Congolais se mettent ensemble pour un objectif commun, comme c'était lors du 4 janvier dans la lutte vers l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et quels conseils vous pouvez donner? Merci. Oui, effectivement, nous pouvons apprendre, c'est possible de refaire ce que nos papas ont fait, mais c'est un peu difficile. Parce que, à mon avis, nos papas étaient différents, fondamentalement différents de nous et de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore il y avait un esprit communautaire. Il y avait des valeurs auxquelles les gens tenaient beaucoup. Donc on a parlé de la religion, on a parlé de la morale. Donc à ce moment-là, par exemple, une femme ou bien un papa pouvait se suicider s'il apprenait que son mari était un voleur. Donc la femme pouvait se suicider. Ou quand on vient t'apprendre que votre père est un voleur, l'enfant peut se suicider. C'était au moment où vraiment ces valeurs là-bas. Aujourd'hui, malheureusement, tout ça a changé. Donc c'est l'homme qui a changé. Donc nous sommes devenus des gens qui ne croient plus à ces valeurs anciennes. Nous avons maintenant d'autres valeurs qui sont plutôt l'accumulation
des biens matériels. C'est tout l'esprit qui a changé et qui va faire que prendre cet homme là-bas pour lui faire mener des batailles que nos papas ont, ça va demander d'abord une révolution interne de l'homme. Nous devons d'abord refaire l'homme pour qu'on donne encore de la valeur aux valeurs anciennes et humaines. Aujourd'hui, je m'excuse beaucoup de le dire, mais on ne croit plus à ces valeurs. L'honnêteté, on va vous dire, vous êtes Zoba, Ibakate, mais Aza Zoba. Donc, Okosakate, mais Aza vraiment Yuma. Donc, on a ce changement de l'homme qui est à la base de la plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour résoudre ces problèmes là-bas, ce n'est pas seulement changer des joueurs, mais c'est changer l'homme profondément. Donc, si on fait ça, et c'est comme ça que moi je dis toujours, en fait, nous avons échoué dans l'éducation de l'homme. Donc, le travail, nous n'avons pas poursuivi le travail religieux qui avait commencé dans l'ancien temps. Donc, nos pasteurs, nos prêtres n'ont pas fait le travail convenable. Et donc, nous sommes maintenant, quoiqu'un pays à 90% chrétien, mais nous ne croyons pas aux valeurs chrétiennes comme la fidélité dans le mariage. L'honnêteté. Mais vraiment, il dit toujours la vérité, mais enfin, mais c'est quel homme ça? Or, ce sont ces hommes-là, les Kassavoubou, qui sont morts sans laisser même des maisons à leurs enfants, des Lumumba. Montrez-moi la maison de Lumumba, montrez-moi la maison de Bolikango, montrez-moi la maison de Cyril Adoula. Ça n'existe pas parce que ce sont des gens qui avaient une moralité différente de la nôtre. Maintenant, après, quand ils sont partis, tous les gens qui sont venus, je peux vous montrer au moins 5 châteaux pour chacun des successeurs de Bolikango, de Lumumba et des autres. Donc c'est l'homme qui a changé. Et pour refaire cette lutte-là, le Front commun de 1960, nous devons ressusciter l'esprit de nos papas. Merci beaucoup, Dr Jules Miatudila. Nous allons prendre une dernière question de notre audience. Nous allons donner la parole à Père Omer. Je m'appelle Mouton Dongawe et on m'appelle Père Omer. Ma question s'adresse au docteur Miatudila. C'est juste un commentaire qu'il avait fait. D'après lui, même nos chefs coutumiers ont dû se battre pour l'indépendance de notre pays. Et il ajoutait encore qu'à présent, il y a du recul. On a fait vraiment du recul. Alors je voulais demander un peu une explication. Comment il peut expliquer ce recul? Les chefs coutumiers se sont battus. Aujourd'hui, nous avons des générations et générations des intellectuels, mais il y a du recul. Comment expliquer cela? Et quelles sont les voies de solution? Voilà, Père Omer, merci beaucoup pour la question. Je crois que je vous ai lancé la balle parce que j'ai parlé des pasteurs parce que vous étiez là. Le recul, c'était quoi? Eh bien, nous avons formé les gens, nous avons donné le savoir. Donc, nous avons formé des médecins, nous avons formé des juristes, nous avons formé des économistes. Ça, c'est le savoir. Et on leur a donné sur un savoir-faire. Ça veut dire que leur savoir de façon très pratique. Donc, un juriste, il peut bien lire les lois et comprendre les lois et tout ça. Il a la capacité. Le médecin peut bien poser les diagnostics. Le professeur peut bien savoir comment composer un cours, comment enseigner. Le savoir et le savoir-faire, ça, nous avons fait du travail fantastique. Et partout, l'intellectuel congolais, le travailleur congolais est apprécié. Là où nous avons échoué, c'est ce que moi j'appelle le savoir-être. Parce que nous avons formé des gens sans leur donner un savoir-être. Donc le savoir est là, le savoir-faire est là, mais le savoir-être, c'est ce que moi j'appelle la morale. Alors, on a déjà dit que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une population analphabète, mais qui a une bonne morale, que d'avoir une population des intellectuels sans morale. Science sans conscience,
n'est que ruine de l'âme et de la société. Notre malheur se trouve là. Ce n'est pas en formant mieux. Nos juristes sont très bien formés, mais ils disent mal la loi. Pourquoi? Parce qu'il suffit de leur donner un peu $100, ils peuvent changer le jugement. Donc nos docteurs en droit qui ne disent pas la loi, nos médecins qui ne soignent pas, qui tuent même, nos enseignants qui n'enseignent pas, qui vendent des diplômes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la science, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le savoir-être. Donc c'est là que nous avons un travail fantastique à faire. Aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, on peut toujours tourner. Mais moi je dis toujours, je me sens en insécurité devant un juge immoral. Je me sens en insécurité dans mon pays quand je sais que mon armée, il y a des généraux qui sont immoraux. Ça veut dire qu'ils sont prêts à vendre les armes ou même les secrets de l'État à l'ennemi. Donc c'est insécurité. Ce n'est pas en augmentant leur formation, en améliorant leur formation intellectuelle, en leur donnant un savoir-faire que vous allez améliorer. Non, c'est en leur donnant un savoir-être. Pourquoi ils sont là? Quel est le sens qu'ils donnent à leur vie personnelle et à la vie communautaire? Donc c'est là que nous avons du travail à faire. Je suis professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. J'ai travaillé ici pendant 28 ans à la Banque mondiale comme conseiller juridique principal. Le 4 janvier 1959, c'est un jour qui a marqué un tournant décisif pour l'histoire de notre pays. J'avais 9 ans à l'époque lorsque ces événements sont arrivés. J'étais dans le Kasaï, donc je n'ai pas vécu les événements. Mais j'ai appris, comme la plupart de mes contemporains, à travers l'histoire, que ce jour-là, les autorités coloniales, le premier bourgmestre, monsieur, j'oublie le nom maintenant, avait interdit une manifestation que la BACO devait tenir pour précisément parler de l'indépendance. Ça faisait suite à une manifestation que le MNC avait tenue une semaine auparavant. Et donc, pour des raisons qui n'étaient pas très claires, cette interdiction, qui n'a pas été notifiée à temps, parce que c'était la veille même de la tenue, le 3 janvier, que l'interdiction a été signifiée aux leaders de la BACO, a créé une situation qui a montré le ras-le-bol que notre peuple avait de l'expérience coloniale. 3 jours de meute ont conduit rapidement la Belgique à revoir sa copie et à décider de procéder avec l'indépendance immédiate du Congo, que nous obtiendrons 1 an et demi plus tard, c'est-à-dire le 30 juin 1960. Mais il faut remarquer qu'à cette époque-là, les Congolais avaient eu le courage de braver l'oppresseur colonial. Et nous avions pensé que l'indépendance allait nous apporter la liberté, le bonheur, le travail. Si on revisite le discours que le Premier ministre Lumumba avait prononcé le 30 juin, et quand on compare à ce que nous vivons aujourd'hui, 55 ans après l'indépendance, nous pouvons constater que la différence est énorme. Donc le peuple congolais ne doit pas oublier qu'il doit prendre en main son propre sort pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons si bien dans notre hymne national. Voilà, nous sommes arrivés à un terme de cette émission sur le 4 janvier 1959, journée des martyrs de l'indépendance du Congo. Ce qui est à retenir, c'est que la liberté n'est jamais gratuite. Il y a un prix à payer. Il y a des gens qui ont payé ce prix-là, qui ont donné tout jusqu'au sacrifice suprême pour que toi et moi, nous Congolais, soyons libres, soyons indépendants aujourd'hui. J'aimerais remercier notre panel, nos orateurs, M. Ngimbi, Mme Thérèse, le docteur Jules Metoudila
Et j'aimerais aussi remercier l'audience qui a été de toute attention. Merci chez vous.